CNews.com. Ancien Premier ministre en Centrafrique, Martin Ziguélé cultive une certaine hauteur de vue. Il sera donc intéressant de l'entendre sur la situation chaotique que connaît actuellement son pays. Ce sera en deuxième partie, juste après les autres sujets qui font l'actualité. Avec au sommaire, ce soir, ce crash non loin d'Alger. Un avion militaire algérien qui effectuait un vol Boufarik-Tindouf-Béchar s'est écrasé peu de temps après le décollage. Il y a 257 morts. Les causes du drame ne sont pas encore établies. Colère et désillusion en Centrafrique, des centaines d'habitants du quartier musulman PK5 de Bangui particulièrement remontés devant le siège de la MINUSCA après les violences de la veille. Et cela alors que le patron des casques bleus est arrivé dans le pays. Et puis un repos éternel perturbé. Trop de cimetières de Côte d'Ivoire ne sont pas entretenus, ce qui rend difficile l'organisation des funérailles et cause peine et soucis supplémentaires aux familles des défunts. Et bonsoir à tous. Depuis Paris, un deuil national de 3 jours a été décrété en Algérie après le crash dans la matinée d'un avion militaire dans une zone inhabitée du sud d'Alger. Aucun survivant a priori, mais 257 morts. Il y avait majoritairement à bord du personnel de l'armée et leurs proches. Antoine Fontenot, Christophe Brachard. L'appareil s'est écrasé quelques instants seulement après son décollage. Sur les images amateurs tournées juste après la catastrophe, on voit la carcasse de l'avion ravagée par les flammes. Ce matin, nous étions en train de dormir à la maison quand on a entendu une explosion. On est sorti en courant pour voir ce qu'il se passait. On a vu que l'avion s'était crashé et avait explosé. Arrivé sur place, on a trouvé des cadavres déchiquetés. Bilan, 257 morts, dont 10 membres de l'équipage. Les passagers étaient des militaires algériens ou des membres de leur famille. Le vol transportait aussi des Sahraouis, selon le Front Polisario. Un bilan particulièrement lourd, d'autant que la capacité maximale de l'appareil, un Ilyushin 76 d'origine russe, était manifestement dépassée. C'est pour une raison très simple. Ce sont des avions militaires. Le transport y est gratuit pour les militaires et leurs familles. Donc tout le monde peut prendre cet avion. Je l'ai moi-même pris en tant que journaliste pour me rendre dans le Sahara algérien. Et je me rappelle très bien que l'on pouvait mettre un maximum de passagers. Il y avait même ceux qui pouvaient voyager assis par terre pour pouvoir être assurés de prendre le vol. Le vol devait relier la base militaire de Boufarik, tout près d'Alger, et la ville de Tindouf, dans l'ouest du pays. Aucune indication n'a été donnée sur les causes du crash pour le moment. Il est en tout cas l'un des plus meurtriers de ces 20 dernières années. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Manifestement, c'est en voulant éviter une collision frontale que le conducteur d'un car a perdu le contrôle de son véhicule dans le comté de Narok, dans le sud-ouest du Kenya. C'était à proximité d'un pont. Le car a fini sa course dans la rivière. Il y a au moins 17 morts et une quarantaine de blessés. Selon l'OMS, près de 3000 personnes meurent chaque année au Kenya dans des accidents de la circulation. Jean-Pierre Lacroix, le patron des casques bleus, et Ismail Chergui, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, sont arrivés en Centrafrique, dans un contexte tendu, notamment dans la capitale, Bangui. Le bras de fer entre la MINUSCA et les milices du PK5 s'est intensifié depuis quelques jours. Le fonctionnaire onusien et son homologue de l'Union africaine ont été reçus par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. 2 heures d'entretien et à la sortie, Jean-Pierre Lacroix qui rappelle que la stabilité du pays passe par une solution politique. Écoutez. La solution aux difficultés de la République centrafricaine ne peut être qu'une solution politique. Et comment cette solution sera-t-elle aboutie et obtenue? Par le dialogue mené dans le cadre de l'initiative africaine, qui est la seule initiative qui est en mesure de ramener la stabilité et la paix dans ce pays. Voilà, propos recueillis par Pacom Pabandji. Et un peu plus tôt, ils étaient des centaines d'habitants du quartier musulman du PK5 à Bangui à protester dans la capitale. Des citoyens en colère qui ne croient plus beaucoup aux promesses de paix et de tranquillité du gouvernement. Jean-Luc Eguezier à Inverey. Devant le QG de la mission de l'ONU en Centrafrique, l'ambiance est tendue mercredi matin. Des centaines d'habitants du quartier PK5 ont marché jusque-là pour exprimer leur colère. Ils amènent même des corps. 17 hommes, dont plusieurs tués par balle, morts la veille dans les affrontements qui ont eu lieu entre patrouilles de la MINUSCA et soldats centrafricains opposés à des milices d'autodéfense autoproclamées. Un casque bleu a aussi été tué. Pour les manifestants, les victimes sont des habitants du quartier. Les contingents rwandais, eux, ils nous aiment pas.
En plus, ils ont mélangé avec les Russes qui sont venus tout récemment et ils sont recoupés vers le quartier Boeing pour nous attaquer. Est-ce que c'est normal? Nous ne sommes que des civils. Le président Touadéra, dans ses campagnes, il nous a promis de ne pas toucher un seul cheveu d'un sujet musulman si nous le votons. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà le résultat. Depuis dimanche, l'ONU et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé une opération pour démanteler ces groupes armés qui tiennent le quartier. Mais ceux-ci semblent vouloir résister. Nous demandons donc à ces groupes de déposer les armes, de le faire maintenant, de laisser partir les jeunes éventuellement qui voudraient d'eux-mêmes quitter ces groupes armés. Et si jamais cela n'est pas fait, nous prendrons, le gouvernement et la MINUSCA, les mesures qui s'imposent. Le quartier PK5 à Bangui est une enclave musulmane dans une ville majoritairement chrétienne. Depuis des mois, il est l'objet de violences liées à la présence de ces milices issues de la période de guerre civile en 2013. Et la Centrafrique, on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette édition avec notre invité Martin Ziguélé, l'ancien Premier ministre centrafricain. Quel est l'état de santé de Khalifa Haftar, ce maréchal controversé de la Libye post-Kadhafi? Plusieurs sources concordantes affirment que le haut gradé, aujourd'hui âgé de 74 ans, serait admis à l'hôpital parisien du Val-de-Grâce après un accident vasculaire cérébral. Une information démentie par certains de ses proches. L'opposition congolaise vend debout contre les machines à voter. L'UDPS, le MLC, l'UNC ou encore la formation Ensemble demandent conjointement l'ouverture d'une information judiciaire sur l'achat de ces machines. Elles sont présentées par la CENI comme infaillibles ou quasiment. Les opposants rappellent que la semaine dernière, la Corée du Sud, pays du fabricant de ces machines, avait officiellement fait part de ses réserves. Du coup, ils remettent en cause le sérieux de la commission électorale, notamment concernant certaines données statistiques. Écoutez Eve Bazeba du MLC. L'opposition politique congolaise exprime sa profonde préoccupation face à l'attitude désinvolte de la CENI dans la gestion du processus électoral. Les données statistiques des électeurs présentées par la CENI sont incorrectes. Face à ces dérives, dans les opérations d'enrôlement, de nettoyage et consolidation du fichier électoral, l'audit du fichier électoral et du serveur central s'impose. Au Togo, les projets de l'opposition de manifester aujourd'hui contre le régime de Faure Gnassingbé ont été douchés. Les soldats étaient déployés dans les rues de Lomé pour bien rappeler, sans équivoque, que ces mobilisations étaient interdites. Reportage TV5 Monde, Emmanuel Sodji avec Emmanuel Godard. Dès l'aube, les forces de l'ordre ont quadrillé les rues de Lomé. Quelques pneus à dégager de la route, des manifestants en colère, pas très nombreux, mais vite mis en fuite par les policiers. Ce matin, nous sommes venus pacifiquement et brusquement, ils sont arrivés avec les gaz lacrymogènes pour nous disperser, c'est pas normal. L'opposition avait appelé ce mercredi à la reprise des manifestations après presque 2 mois d'accalmie. Des regroupements interdits par le gouvernement, mais cela n'a pas entamé la détermination de certains. Nous n'avons pas envie d'arrêter les manifestations parce que c'est la seule arme que nous avons pour changer ce pays-là. Nous sommes prêts à des sacrifices suprêmes, je vous dis bien à des sacrifices suprêmes, même si ils ont la capacité d'écraser tous les Togolais actuellement qui vivent. Nous sommes prêts à aller pour que des générations qui vont venir puissent bénéficier d'un État démocratique. Le dialogue entre le gouvernement et l'opposition est au point mort. Le 19 février dernier, le facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, avait réussi quelques avancées. Le pouvoir avait accepté la libération des manifestants arrêtés, mais pour le moment, ils ne sont pas encore libérés. Et même, d'autres auraient été emprisonnés. L'autre point de désaccord, et pas des moindres, est la candidature de Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020. Ce serait son 4e mandat. L'opposition s'y refuse catégoriquement. La difficulté d'honorer ces morts est d'abord de les enterrer. En Côte d'Ivoire, de nombreux lieux de sépulture ne sont pas entretenus par les autorités. Ils sont même parfois laissés à l'abandon, au grand désarroi de familles endeuillées qui se passeraient bien de ces petits tracas. Reportage TV5 Monde sur place à Bingerville, notamment Pierre Akpro, Marine Zambrano et Kwame Ndri. Dans le cimetière de Bingerville, des herbes folles à perte de vue. Sous la broussaille, des pierres tombales qui se sont effondrées, faute d'entretien.
Ici, pas l'ombre d'un agent du district d'Abidjan, pourtant censé le garder en bon état. Un cimetière entretenu par la seule bonne volonté de riverains comme la Missa. Ce sont les habitants qui s'occupent de comment on appelle le cimetière. C'est ça que vous voyez vraiment, il y a de l'herbe autour, et c'est touffé partout, les tombes cassées, c'est pas bien. Le cimetière doit entretenir parce que tout le monde va finir ici. Quelques kilomètres plus loin, un autre cimetière, celui de Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. Ici, plus d'espace disponible pour enterrer les défunts. Alors les employés du cimetière sont parfois contraints d'enterrer les corps les uns sur les autres. On peut enlever les corps qui sont en bas souvent, on laisse 4 à 3 corps en bas, on fait placer nos corps dessus, puis on ferme, on met un autre nom. Ce jeune homme chargé de creuser les tombes ici a accepté de témoigner de manière anonyme sur les enterrements clandestins pratiqués dans ces cimetières. Les familles des défunts n'hésitent pas à corrompre les employés comme lui pour y faire enterrer leurs proches, un trafic permanent. Il y a des business partout. Tout se passe ici. Mais la nuit, il y a les enterrements. La journée aussi, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens pour faire les papiers, puis faire un arrangement, venir faire l'enterrement. Des pratiques devenues courantes dans les cimetières d'Abidjan qu'Ahmed fréquente plusieurs fois par mois. Voilà bientôt 4 ans qu'avec son ONG, il a décidé de remettre en état ces lieux de sépulture en organisant bénévolement des opérations de nettoyage pour rendre leur dignité aux morts, même s'il ne reçoit aucun soutien financier. On prend 1 mois, 2 mois ou 3 mois avant de lancer une sortie. Pourquoi 1 mois ou 2 mois? Parce que nous ne sommes pas financés par quelqu'un. L'argent vient de ma poche. Je suis obligé de travailler, économiser l'argent pendant 2 mois avant de faire une sortie. D'après les services du district d'Abidjan, les cimetières sont gérés par des concierges et une police spéciale censée en assurer la surveillance. Mais d'après les témoignages recueillis, ces lieux sont devenus des repères pour trafiquants de drogue et agresseurs, au milieu des morts qui ne peuvent toujours pas reposer en paix. En Afrique du Sud, les cérémonies de commémoration pour Winnie Madikizela Mandela prennent aujourd'hui une autre tournure avec un premier hommage officiel dans le stade de Soweto, un hommage populaire pour celle qui fut, elle aussi, une icône de la lutte contre l'apartheid. Winnie Mandela qui a disparu le 2 avril dernier à l'âge de 81 ans. La question, on en parle de la semaine, zoom sur le Bénin. Nous sommes entrés depuis la semaine dernière dans la troisième année du mandat du président Patrice Talon. Que faut-il retenir de ces 2 années à la tête du pays? Vos réactions sur la page Facebook du Journal Afrique. La synthèse de vos commentaires, ce sera demain jeudi. La seconde partie de cette édition, la partie magazine, démarre maintenant. Voici l'invité de la semaine. Et ce soir, nous recevons l'ancien Premier ministre centrafricain Martin Ziguélé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes aujourd'hui parlementaire. Votre parti, c'est le MLPC, le Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain. Et vous avez rallié en 2015 à la présidentielle le camp de l'actuel président Touadéra, puisque vous ne vous êtes pas qualifié pour le second tour. Alors l'actualité en Centrafrique, ce sont ces violences en province, mais aussi à Bangui. Un casque bleu et 18 personnes ont été tuées ces dernières heures, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que la Centrafrique est au bord du chaos? La Centrafrique est dans une situation très difficile depuis début 2007, depuis 2017, depuis le mois de janvier. Il y a eu beaucoup d'éruptions de violence, mais surtout en province. D'abord dans le centre du pays, à Bambari, puis dans le sud-est, qui n'a jamais été dans le passé touché par ces événements, et puis dans la zone centrale de Bria, à Haute-Koto, puis vers Ndélé, et vers Kagabandoro, puis dans Luampende, Bokaranga-Pawa, et c'est maintenant que nous voyons apparaître ces violences de manière fulgurante, dans Bangui même, qui est la capitale du pays. C'est en ce sens-là que c'est intéressant. C'est en ce sens-là que ça devient très inquiétant. Est-ce que, on le voit, on l'a vu, il y a des manifestations de mécontentement de la population, on l'a vu aujourd'hui. Est-ce que la MINUSCA est à la hauteur du défi? Alors, avant de répondre, regardez ce témoignage. Un autre manifestant interviewé il y a quelques heures. Regardez, puis on en reparle juste après. Hier, un imposant contingent de la MINUSCA, essentiellement le contingent rwandais,
a fait irruption au niveau du PK5 à partir du rond-point 5e arrondissement et a commencé par ouvrir le feu sur des manifestants, faisant plusieurs morts et des blessés. Bon, nous-mêmes, on ne comprend plus rien. Est-ce que si la mission consiste à tirer sur les civils, ou bien c'est une autre mission, qu'on nous dise, qu'on nous explique, raison pour laquelle nous sommes là, nous avons amené les cadavres pour témoigner devant l'opinion nationale et internationale pour qu'ils voient ce qui s'est passé et nous expliquer. Alors il y a visiblement un problème avec le contingent rwandais. Je repose la question, est-ce que la MINUSCA est à la hauteur du défi? Non, mais je pense qu'il faut éviter de faire de la confusion ou bien de s'aimer ce genre de brouillard sur la situation. La situation du kilomètre 5, c'est une situation qui, à mon avis, est une situation très simple. Après les événements de 2012, après la prise de pouvoir par la Séléka et après l'apparition du phénomène Balaka, beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane se sont réfugiés au kilomètre 5, qui n'est pas qu'un quartier musulman. Moi-même, j'ai vécu au kilomètre 5 pendant mes années de collège et de lycée. Donc c'est un quartier cosmopolite. Mais c'est un quartier qui a beaucoup d'activités économiques et beaucoup de nos compatriotes, dont nos confessions musulmanes, qui sont commerçants, se sont installés au kilomètre 5. Et donc il y a eu l'arrivée d'autres habitants qui venaient soit du pays, soit des autres quartiers de Bangui. Et puis progressivement s'est mis en place un système hors État. C'est-à-dire les commerçants, les populations commerçants du kilomètre 5 ont confié la sécurité du secteur, n'est-ce pas, à un groupe armé, puis à un second. Et il y a eu des bagarres entre ces groupes armés ou contre la population civile. Et ça fait au moins 2 ans que des négociations sont en cours entre la MINUSCA et des représentants des populations du kilomètre 5 qui sont allés elles-mêmes rencontrer les autorités de la MINUSCA pour demander l'intervention de la MINUSCA pour que la situation soit sécurisée. Et je pense même qu'à un moment donné, le Premier ministre a rencontré le chef de ce groupe armé qui aujourd'hui est en crise ouverte avec la MINUSCA. Donc le problème, c'est pas la MINUSCA. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir un groupe armé dans un pays, dans un État, parce que le monopole de la force armée dans un État de droit revient justement à l'État. Et je pense que chacun doit comprendre que notre pays ne peut pas s'installer dans l'exception sécuritaire. Il faut que nous allions à la paix. Il faut que, je suis d'accord pour qu'il y ait le dialogue, mais le dialogue ne peut pas durer éternellement. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, beaucoup de tentatives. Il y a même eu des accords de paix entre le gouvernement et ces groupes armés. Et aujourd'hui, nous voyons que nous déplorons tous la disparition des populations civiles qui sont des effets de cette situation. Quand vous dites, monsieur le député, récemment, qu'il y a aussi un problème peut-être dans la qualité des troupes onusiennes, qu'est-ce que ça signifie? Non, les missions des Nations Unies, ce n'est pas un secret, sont composées de troupes qui sont volontairement mises à disposition de ces missions par leur pays. Et naturellement, vous le savez autant que moi, les pays n'ont pas la même force ni expérience militaire. Il n'est un secret pour personne que lorsque Sangaris était en Centrafrique, Sangaris avait une couverture aérienne, des soldats à la chaîne de commandement étaient solides, et puis les soldats avaient l'expérience de ces missions de terrain, etc. Et il n'y a pas eu autant de problèmes. Ça, c'était clair. Avant la transition, le gouvernement contrôlait la quasi-totalité du pays. Et le jour même, le président Touadéra prêtait serment, le gouvernement français a annoncé le retrait de Sangaris. Et la nature ayant horreur du vide... C'est une erreur? Je pense que c'est une erreur. Je continue à penser que c'est une erreur. Je pense que Sangaris a quitté trop tôt le pays parce qu'on aurait dû commencer à traiter sérieusement de la question du DDR dans le cadre d'un dialogue politique pour que on puisse avancer vers le chemin de la paix. Parce que vous le savez tous, il n'y a pas de règle sans sanction. Et lorsqu'il y a des sanctions, qui applique les sanctions? C'est le juge. N'est-ce pas? Et donc, quand vous faites des accords, il n'y a pas de sanctions, il n'y a personne pour faire respecter les sanctions ou appliquer les sanctions, mais vous arrivez à une situation où chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ce que nous avons... Alors, Sangaris, c'est le passé, aujourd'hui c'est la MINUSCA, et il y a aussi cette jonction qui s'opère avec les FACA, les forces armées centrafricaines, notamment dans votre localité, près de chez vous, à Paoua. Qu'en est-il ressorti? Et puis, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette collaboration entre ces deux forces?
D'abord, je dois dire que j'ai toujours milité pour la présence de la force internationale, la MINUSCA, en Centrafrique. Je l'ai fait dès avril 2013, lorsqu'on a senti que les violences étaient récurrentes en Centrafrique. Donc, la mission de la MINUSCA, c'est une nécessité. Je tiens à le souligner. Et je tiens à saluer le travail qu'ils font dans toute la RCA et dans des conditions extrêmement difficiles avec un effectif réduit et avec des troupes de niveaux divers. Deuxièmement, je dis également depuis 3 ans que c'est l'armée centrafricaine qui doit ouvrir le chemin et la MINUSCA les appuie pour amener la paix en Centrafrique. Ce sujet a fait débat pendant 2 ans. C'était même... Lorsque vous teniez ce discours, vous étiez même considéré comme un rêveur. Et aujourd'hui à Pawa, comme vous l'avez dit, aujourd'hui à Pawa, qu'est-ce qui a fait le succès de l'opération? C'est parce que l'opération conjointe MINUSCA, Forces armées centrafricaines, ne pouvait que réussir, les Centrafricains étant les fils du pays, comprenant la langue locale, connaissant la géographie, etc., recevant les renseignements directement de la population, ont été efficaces et ensemble, ils ont pu rétablir la sécurité dans cette zone-là qui, je le rappelle toujours, est la 2e région la plus peuplée du pays après Bangui. Et vous, en tout cas, plaidez pour plus de moyens pour la MINUSCA, notamment, par exemple, des moyens aériens. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous pensons, regardez ce que Sangaris a fait. Pourquoi Sangaris a eu du succès? Sangaris avait de la couverture aérienne. Sangaris avait des troupes combattantes. Alors comment on fait maintenant? Sangaris avait un commandement qui était efficace. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut faire la même chose. C'est-à-dire, il faut qu'au sein des Nations Unies puissent prendre ce problème à bras le corps. M. Guterres était à Bangui en octobre dernier et il dit la même chose que je suis en train. Il avait dit la même chose que je suis en train de répéter aujourd'hui. Il y a des pesanteurs. Le problème, c'est que ça met beaucoup de temps pour se faire et nous pensons qu'il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup de lenteur, parce que les groupes armés ne sont pas astreintes à ces conditionnalités, à ces délais, à cette bureaucratie. Lorsqu'elles veulent attaquer, elles attaquent d'un moment à l'autre. Et d'un instant à l'autre. Or, le MINUSCA, je pense, le problème, c'est que ces troupes-là font du bon travail, mais elles feraient un meilleur travail, plus efficace vers la paix, s'il y avait moins de bureaucratie, plus de réactivité, et puis s'il y avait aussi, bien sûr, au nord du pays, des troupes vraiment... Monsieur le député, au nord du pays, Nourdine Adan, le chef rebelle Séléka, laisse toujours planer la menace d'une prise par la force de Bangui. Est-ce que ça vous inquiète? Vous savez, lorsqu'une situation est difficile comme celle que nous avons dans notre pays, tous ceux qui pensent qu'ils ont, c'est une occasion pour eux de participer si vous voulez, à ce genre de théâtre qui se passe, n'est-ce pas, c'est de faire des déclarations aussi fracassantes les unes que les autres. Lorsque vous regardez les réseaux sociaux sur la RCA, c'est vraiment affligeant que des fils et des filles de ce pays veuillent du mal pour leur pays et appellent à la haine ouvertement, à la division, à la séparation, à la mort. Et je pense que même si on est responsable d'un groupe armé, on doit faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est tenu à bout de bras par la communauté internationale sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, etc. Vous parlez et je pense que voilà, et je pense qu'un Centrafricain ne peut pas se permettre de se lever et dire continuons à nous tuer. Ça veut dire que ce serait de l'irresponsabilité, c'est de l'inconscience totale. Martin Zigueli, quel est le rôle de la Russie qui est de plus en plus présente dans ce pays, la Centrafrique? Je pense que je dois d'abord rappeler que la République centrafricaine, l'armée centrafricaine est sous embargo, n'est-ce pas, par des résolutions des Nations Unies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée centrafricaine ne peut pas s'équiper sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est dans le cadre des débats et des échanges qu'il y a eu entre le gouvernement centrafricain et le Conseil de sécurité qu'il a été autorisé le don par la Russie à l'armée centrafricaine d'armement pour permettre aux troupes qui ont été formées de travailler justement pour la sécurisation du pays. Donc, c'est le Conseil de sécurité qui a autorisé ce don-là et le déploiement donc des Russes en Centrafrique. Et je pense que non seulement c'est quelque chose... Il y a des ambitions économiques aussi derrière, non? Mais les ambitions, vous savez tous que tous les pays du monde sont mus par des intérêts.
Je pense que ce qu'il faut faire, c'est que l'ensemble des pays qui nous aident puissent avoir, dans le cadre d'un deal global, que les intérêts soient équilibrés. C'est peut-être ça que la question. Mais sinon, il n'y a rien sans rien. Et si les Russes ont aidé la RCA, à ma connaissance, dans le cadre de la résolution des Nations Unies qui les a autorisés à nous équiper, s'il y a quelque chose en plus, je voudrais vous rappeler que l'article 60 de la Constitution de notre pays dit que toute convention financière, minière, de toutes sortes, doit passer par l'Assemblée nationale. Donc, en tant que député, nous aurons à en connaître vous prononcer. Et puis à nous prononcer. Très rapidement, parce qu'on est pris par le temps, vous n'avez que 61 ans. Quel rôle voulez-vous tenir dans un processus pour votre pays aujourd'hui? Mais vous savez pourquoi nous avons soutenu le président? Rapidement. Oui, je pense que le devoir d'un citoyen, c'est d'œuvrer à ce que son pays soit debout et que lui, il puisse se regarder dans le miroir et dire « je suis fier d'être de ce pays-là ». Et c'est pour ça, c'est ça qui donne le carburant à la lutte que nous menons. Nous voulons une République centrafricaine debout, en paix. Merci. Et unie. Merci. Martin Ziguélé, député ex-premier ministre centrafricain, est venu donc ici poser son regard sur la situation de son pays. Merci d'être passé par le Journal Afrique de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève cette édition. Merci. À demain.